sommes venus accompagnés de Kinshasa avec le chef d'état-major général et sa délégation à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Saké qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Wazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. En tout cas, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il jour et nuit, il suit la situation ici et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que soit Saké, soit Goma et que ça soit protégé et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, Rutshuru, Masisi, puissent être libérés du joug, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui nommément le Rwanda qui nous attaque. Tient à la mise en œuvre d'un programme de renforcement des capacités des cadres des entités territoriales décentralisées. En effet, il a réitéré son instruction au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en collaboration avec le ministre du Plan, à travers les services nationaux de renforcement de capacité Sénarec, pour qu'ils puissent, une fois l'installation complète des exécutifs provinciaux réalisés, rééditer la mise en œuvre de ces programmes adaptés aux défis de la gouvernance locale afin de renforcer les socles de compétences tant des dirigeants communaux que des administrations sur leurs responsabilités. Cela est d'autant plus nécessaire dans un contexte où nos communes, pour certaines d'entre elles, ont géographiquement de superficie de villes dans d'autres pays et sont confrontées quotidiennement à des défis de gouvernance, notamment dans les domaines de la sécurité, de la salubrité, de l'organisation et du fonctionnement, de l'encadrement du petit commerce et de la qualité du personnel politico-administratif appelé à gérer. Répondre à de tels défis, a souligné le président de la République, exige pleinement de la créativité, de la maîtrise et de la transparence dans l'utilisation des fonds publics, de l'altruisme et de la pratique de la gestion axée sur les résultats. Il a rappelé que la récente proclamation par la CENI des conseillers communaux provisoirement élus à la suite des scrutins du 20 décembre 2023 marque une avancée significative dans la vie politique de notre jeune démocratie. Par ce fait, elle parachève la volonté du gouvernement et du constituant d'intégrer la redevabilité depuis la base et matérialise le principe d'une gouvernance publique de proximité fondée sur le droit du peuple souverain d'intervenir à tous les niveaux dans la gestion étatique. 4. De l'encadrement des opérations de la filière cobalt artisanale. Le président de la République a réitéré sa demande au gouvernement afin de mettre en place des mesures urgentes qui permettraient de mieux encadrer la commercialisation du cobalt et d'accroître les recettes issues de son exploitation. Faisant référence à sa communication du 25 mai 2023, il a rappelé qu'il a tiré l'attention du gouvernement sur le fait que la valeur de multinationales utilisant le cobalt augmentait fortement et que leur capitalisation dépassait de loin le produit intérieur brut national, alors que notre pays, lui, ne bénéficie que très peu des revenus issus de l'exploitation du dit minerai. Entre-temps, il a constaté que le cours du cobalt a davantage baissé, passant d'un peu plus de 31 000 $ américains la tonne en août 2023 contre 28 727 $ américains actuellement. La baisse continue de cours du cobalt
est principalement due à sa surabondance sur le marché international. La dite surabondance résulte non seulement d'une offre excessive du cobalt provenant de notre pays, mais aussi de l'augmentation de l'exploitation artisanale dont l'encadrement nécessite d'être renforcé pour éviter des pertes des revenus de l'État. En effet, le président de la République a souligné la baisse du cours du cobalt entraîne une diminution du chiffre d'affaires des entreprises minières locales, une diminution des recettes fiscales et douanières, ainsi qu'une diminution de la redevance minière autant qu'elle menace l'emploi et annihile les perspectives de recettes provenant de l'impôt sur les superprofits. Face à cette situation, il est primordial de combler les carences en matière de contrôle et de régulation en ce qui concerne l'approvisionnement, l'exploitation et la fixation de prix de substances minérales stratégiques, dont le cobalt en particulier. Pour ce faire, le Premier ministre a été invité, sur base des propositions de l'ARECOMS, à évaluer la nécessité d'introduire des quotas d'exportation ou de recourir à toute autre mesure permettant d'atteindre un juste prix pour notre cobalt. Le président de la République en appelle donc à des propositions et des mesures urgentes par l'autorité des régulations. Par ailleurs, il a demandé au Premier ministre de veiller à ce que le ministre ayant les budgets, les finances et les mines dans leurs attributions mette prioritairement à la disposition de l'ARECOMS les ressources nécessaires à l'exécution des tâches susvisées afin qu'elles soient en mesure d'agir avec promptitude et diligence dans les buts de contribuer à l'amélioration rapide des revenus de l'État issu de notre cobalt. Avant de terminer sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Dans la suite de la communication du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, a commencé par informer le Conseil qu'il a effectivement représenté le président de la République, chef de l'État, à la 30e édition du Forum international Investing in African Mining à Indaba, Cape Town, en Afrique du Sud. Il était à la tête d'une délégation qui comprenait entre autres les membres du gouvernement, mais aussi des responsables des structures et des établissements publics du secteur minier. L'enjeu pour notre pays étant de profiter de la transition énergétique avec notamment les basculements des véhicules à moteur thermique vers les véhicules électriques pour développer des chaînes des valeurs africaines et tirer un grand bénéfice de nos ressources minières. Il était effectivement opportun pour la République démocratique du Congo de participer à nouveau à ces forums. En marge de celui-ci, le Premier ministre a pris part à la cérémonie de la signature du protocole d'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, représenté d'une part par le ministre d'État, ministre des Infrastructures, ainsi que par le ministre des Finances, et d'autre part le groupe Gouma concernant la fourniture des engins routiers devant servir à l'aménagement de routes et dessertes agricoles dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Les rythmes de livraison des 10 engins va s'accélérer à partir de cette année 2024. En deuxième lieu, le Premier ministre a rassuré le Conseil que le gouvernement reste attentif et suit de près
la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo. Après la réunion du Conseil de la Défense récemment présidée par lui-même, par le président de la République plutôt, plusieurs dispositions ont été prises et sont en train d'être prises pour garantir à jamais la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Pour finir, le Premier ministre chef du gouvernement a salué la brillante participation de nos léopards à la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Ils n'ont pas démérité d'être en finale de cette compétition. Il a demandé à la population de continuer à les soutenir pour la petite finale qui va se jouer entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine ce samedi 10 février 2024. Abordant le deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire national, qui reste toujours dominé par la poursuite des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo. L'état d'esprit de la population demeure globalement calme au cours de la semaine qui s'est achevée. Les faits ci-après méritent d'être épinglés. Le soutien total de la population aux forces armées de la République démocratique du Congo et à l'ensemble de nos compatriotes et résistants habitant dans la partie est du pays, à la suite des barbaries et campagnes de désinformation et intoxication menées par le mouvement terroriste M23 et leurs alliés du RDF. L'intérêt que porte l'opinion quant à l'issue des requêtes introduites par les candidats invalidés pour fraude et détention illégale des dispositifs électroniques de vote par la Commission électorale indépendante auprès de la Cour constitutionnelle. Des commentaires en sens divers quant à la nomination par le président de la République chef de l'État du député national Augustin Kabouya en qualité d'informateur pour identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation du prochain gouvernement. Les encouragements de la population aux léopards de la République démocratique du Congo pour leur vaillant parcours à la Coupe d'Afrique des Nations, et ce malgré leur défaite en demi-finale. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil qu'il a été noté à travers certaines provinces l'installation de bureaux d'âge après la convocation des plénières inaugurales dans les assemblées provinciales, comme pour l'Assemblée nationale, la constitution des bureaux définitifs est attendue au terme de la formalisation de la validation de mandat des élus provinciaux. En rapport avec la cooptation des autorités coutumières comme députés provinciaux, il a fait état des tensions et des remous qui ont été signalés au sein des différentes organisations de pouvoir coutumier causées par l'implication de certains acteurs politiques dans la perspective des élections des sénateurs et des gouverneurs de province. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a terminé son rapport sectoriel par la présentation des informations liées à la criminalité, au banditisme, au sinistre avant de chuter sur la situation aux frontières. Toujours sur ces chapitres, le vice-ministre de la Défense nationale, représentant le vice-premier ministre en mission, a présenté la situation opérationnelle du pays qui est dominée par les attaques de forces loyalistes contre les terroristes du M23 RDF et des incursions récurrentes observées sur les axes du Grand Nord par les ADF MTM. Sur toutes les lignes de front, les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent avec bravoure pour mener des contre-offensives et mettre en déroute les terroristes et sécuriser les populations. C'est le cas dans les Massissi où nos troupes ont réussi à déloger des éléments de l'armée rwandaise et des M23 de certaines positions qu'ils occupaient. Nos forces de défense et de sécurité restent engagées plus que déterminées à pacifier cette partie du pays. À l'ouest du pays, la situation demeure sous contrôle face aux incursions des Mobondo et des patrouilles s'intensifient en profondeur. Au troisième point, au chapitre de points d'information, levée du moratoire sur la peine de mort. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a présenté au Conseil la note d'information relative à la levée du moratoire sur la peine de mort
en République démocratique du Congo. Elle a rappelé qu'au cours de la réunion tenue le 5 février 2024, sous la conduite du président de la République chef de l'État, le Conseil supérieur de la défense a fait un tour d'horizon sur plusieurs questions sécuritaires, dont celles liées à la traîtrise au sein de nos forces de défense et de sécurité. Dans la perspective d'y mettre fin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême de lever les moratoires sur la peine capitale prononcée ou à prononcer contre les militaires qui se rendront coupables d'actes de trahison pendant ce temps où le pays fait face à une agression portée par le Rwanda à travers les terroristes de la coalition M23 RDF. Afin de permettre au gouvernement de donner effet à la susdite demande, la ministre d'État, ministre de la Justice, a retracé brièvement l'historique du moratoire contre la peine de mort en République démocratique du Congo en indiquant son état actuel avant de conclure sur la mise en œuvre de la levée préconisée. Au regard de l'impérieuse nécessité exprimée par le Conseil supérieur de la défense de débarrasser l'armée de tous les traîtres par l'application de la peine capitale qu'il mérite après condamnation judiciaire irrévocable pour trahison, elle a sollicité par une décision de Conseil de ministres que le gouvernement prenne acte de la levée du moratoire envisagé. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au quatrième point, le ministre des Finances, faisant suite à la demande du président de la République faite au Conseil de ministres précédent, a présenté les rapports d'exécution de mise à disposition de fonds en faveur de Transacademia dans l'objectif de contribuer au bon fonctionnement de cet établissement public appelé à assurer le transport de nos étudiants. Le Conseil a pris acte de son rapport. Cantine scolaire, construction et réhabilitation des écoles publiques ainsi que l'érection d'un immeuble pour la Commission nationale pour l'UNESCO. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a présenté au Conseil la note d'information relative aux cantines scolaires, à la construction et à la réhabilitation des écoles publiques ainsi qu'à l'érection d'un immeuble pour la Commission nationale pour l'UNESCO en République démocratique du Congo. En ce qui concerne le premier point, il a rappelé la mission lui confiée lors de la 116e réunion du Conseil de ministres du 20 octobre 2023, celle de lancer la phase pilote de la mise en œuvre de cantines scolaires dans au moins 10 écoles primaires de Kinshasa, à raison de 2 écoles par province éducationnelle, à savoir 2 pour Moamba, 2 pour Tchangou, 2 pour Funa et 2 pour Lukunga. Les cantines scolaires entrent dans le cadre du programme d'alimentation scolaire et répondent à 3 objectifs. Les termes de référence de la mise en œuvre d'un programme national d'alimentation scolaire sont déjà rédigés. Une feuille de route de la mise en échelle de ces programmes est apprêtée, ainsi qu'un plan d'urgence de la mise en œuvre de la phase pilote de cantines scolaires. L'accompagnement du gouvernement a donc été sollicité pour rendre opérationnelles ces cantines. Au sujet de la construction et de la réhabilitation des écoles publiques non conventionnées, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a rassuré que cela a commencé par la ville de Kinshasa pour réduire la disparité de la qualité de l'enseignement dispensé dans nos différents établissements scolaires et améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Enfin, le ministre de l'EPST a informé le Conseil de la nécessité de réexaminer le projet de construction d'un siège de la Commission nationale pour l'UNESCO initié depuis 2013. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. 6. Participation au forum sur le corridor de Lobito à Lusaka. Le ministre de Transport, Voies de communication et des désenclavements a fait les rapports de la participation de la République démocratique du Congo au forum sur l'investissement du secteur privé dans les corridors de Lobito qui s'est tenu du 7 au 8 février 2024 à Lusaka en Zambie. En effet, ces forums de Lusaka, organisés à l'initiative du gouvernement américain et du gouvernement zambien, a bénéficié de la participation de plusieurs opérateurs miniers de la région, des entreprises intéressées par l'agrobusiness, des opérateurs de l'énergie renouvelable et du secteur de logistique, ainsi que des divers bailleurs de fonds dont la Banque africaine de développement, des exposés de la Zambie, de l'Angola
et de la République démocratique du Congo, portant particulièrement sur les thèmes corridor de Lobito, quel défi pour la RDC et les secteurs privés, il ressort que ces projets n'est pas qu'une route en chemin de fer, il se veut un véritable cadre de diversification des économies de 3 pays concernés via les développements de la fibre optique, des infrastructures routières, de l'énergie verte, de l'économie numérique, du tourisme, de la technologie, de l'exploitation de minerais critiques dans l'économie mondiale, ainsi que de la création d'emplois. La mobilisation de fonds par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique étant avoisinée à peu près 200 milliards de dollars américains, répartis dans ces différents secteurs, les corridors se révèlent être une véritable opportunité de croissance économique et de développement pour notre pays. Représentant le gouvernement à ses assises, le ministre de Transport a plaidé en faveur du financement de projets de chemin de fer où les intérêts de la République démocratique du Congo sont concernés. C'est le cas entre autres de la section Gitega-Bujumbura-Uvira-Kindu, soit à peu près 875 km entre le Burundi et notre pays, et du tronçon Banana-Matadié de la voie des Zouélé-Fleuve, 1100 km. Ces plaidoyers a retenu l'attention de la société financière africaine qui a saisi entre autres cette opportunité pour présenter ses vives félicitations au président de la République pour sa réélection. Le Conseil a aussi pris acte de ces rapports. Opérationnalisation du projet de la cimenterie de Maïko. Le ministre de l'Industrie a fait part au Conseil des différentes étapes prévues dans le cadre de l'opérationnalisation du projet de la cimenterie de Maïko dans la province de la Chopo. En effet, faisant suite à la mission qu'il a effectuée du 24 janvier au 2 février 2024, à laquelle les experts des entreprises chinoises intéressées et ceux de la présidence de la République ont été associés pour la visite du site de Maïko, l'identification des sites de la zone économique spéciale et de la centrale hydroélectrique de Maïko, les ministres de l'Industrie a évoqué des actions à mener pour y parvenir. Au regard des actions, des avancées déjà enregistrées, la feuille de route actualisée présente entre autres mesures, la signature d'un accord de partenariat entre le gouvernement de la République et la société chinoise intéressée à la matérialisation rapide de ce projet, la finalisation des études d'impact environnemental et social, les paiements des différentes créances dues à des tiers, la réalisation des études et la construction de la zone économique spéciale pilote de la Chopo sur 500 hectares et de la centrale hydroélectrique de Maïko devant produire 25 MW et d'autres mesures. Le ministre a précisé que ces projets redimensionnés visent la création de plus de 500 emplois directs et 5000 emplois indirects. La capacité de production de la nouvelle cimenterie sera de 1 million de tonnes par an, soit plus de 3000 tonnes par jour. Le marché cible est constitué de l'ex-Provence orientale, le Grand Équateur, le Maniema, le Nord Kivu, les Soudans du Sud et la République centrafricaine, où la demande globale est de plus de 4 millions de tonnes par an. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Dernier point sur ces chapitres de fin d'information, mesures face à l'augmentation du prix du ciment. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, est intervenu spécialement au Conseil de ministres de ce jour sur la problématique de l'augmentation des prix dans les secteurs cimentiers au regard de la montée du prix du sac de ciment qui est passé de 9 à 11 $ américains sur le marché. Il a réuni à ses propos les principaux acteurs du secteur pour faire une analyse globale de la situation en vue d'apporter des réponses rapides au regard de son importance dans les secteurs de la construction, l'un des contributeurs à la croissance économique. La réintroduction de la TVA de 16% et une série d'augmentations des taxes existantes sont à la base de cette situation. Et au regard de la perte de compétitivité vis-à-vis des pays étrangers, principalement l'Angola et le Congo-Brazzaville, comme solution, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a entre autres préconisé la reconduction de la mesure portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les secteurs cimentiers et automobiles, la surséance de toutes les taxes et augmentations évoquées dans sa note et la présentation en vue d'un examen plus approfondi de la question à la commission ECOFIN du gouvernement élargie aux ministères concernés et aux cimentiers. Il a souligné que la combinaison de ces trois recommandations pourrait permettre la réduction du prix du ciment sur le marché. Le Conseil a pris acte de cette note d'information.
Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, le Conseil de ministres a adopté un relevé des décisions prises lors de la 123e réunion ordinaire du gouvernement tenue le 2 février 2024. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au projet d'ordonnance-loi portant autorisation et prorogation de l'état de siège, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet d'ordonnance-loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours à partir du 11 février 2024. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance-loi. Commencé à 14h42, la réunion du Conseil a pris fin à 18h11. Je vous remercie.